Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 5e étape de ce Tour de France féminin. On va revenir sur le résumé de cette journée du côté de Guéret, sur ce qui s'est passé, bilan des Bleus, top flop comme d'habitude. Alors le débrief de l'étape d'hier ne sera en ligne que demain. C'est un petit peu compliqué, mais voilà, le débrief de l'étape 4, je ne l'ai pas encore enregistré, je l'ai regardé hier, j'étais pas chez moi, donc je l'ai regardé ce matin. J'ai tout écrit, hein, tout est prêt, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de l'enregistrer ce soir. De toute manière, si j'enregistre ce soir, j'ai peur que la vidéo sorte un petit peu tard, donc je préfère tout sortir demain. Donc voilà, vous aurez l'étape 4. La présentation de l'étape 6, elle est déjà uploadée, elle est déjà sur YouTube. Elle sera en ligne demain à 7h. Et donc il y aura l'étape 4 et l'étape 6 qui seront donc en ligne demain sur la chaîne. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais on va rattraper le retard de cet après-midi où je n'étais pas chez moi. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bien qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures. Plus vous cliquez vite sur ces vidéos, plus elles sont mises en avant par YouTube, plus vous cliquez vite après leur mise en ligne, bien entendu. Alors, cette étape qui est arrivée du côté de Guéret, comme je le disais, c'était le début des difficultés, parce qu'à partir de cette étape, des 40 derniers kilomètres, on switch entre un Tour de France qui avait été jusqu'à maintenant plutôt plat, à un Tour de France qui va gagner en intensité dès demain, avec une étape entre Clermont et Ambert qui va être difficile, et puis surtout un dernier week-end dur, samedi, dimanche. On va avoir notamment l'arrivée du côté du col de la Madeleine et Jouplane dimanche. Donc on savait qu'à partir d'aujourd'hui, ça va être la fin de la rigolade du côté de ce Tour de France femmes, même si bon, la rigolade c'est quand même fait à haute intensité sur les derniers jours de course. Donc on savait que ça allait être une étape intéressante. Je ne m'attendais quand même pas à avoir aussi peu de filles dans le premier groupe. Ça a vraiment pété énormément, notamment sous l'impulsion d'un vent d'ouest, d'un vent de dos qui a poussé les concurrentes pendant toute la journée et qui a vraiment fait accélérer le rythme. Et un début d'étape qui a été assez animé avec pas mal d'attaques, l'échappée qui a mis un petit peu de temps à sortir, et surtout l'accumulation d'étapes rapides, parce que l'étape 4 rapide, étape 3 rapide, donc étape 5 également à haute vitesse. En Bretagne, c'était pas non plus à 2 à l'heure que l'on a fait les journées, donc on est comme sur le tour masculin, plutôt sur les horaires les plus rapides tous les jours. Là encore une fois, ça a été le cas, on est même arrivé, je crois, légèrement en avance par rapport à l'horaire le plus rapide. Donc ça a été encore une étape fort animée. On regarde tout de suite le résumé de cette journée. Ça a commencé par une première échappée en tout début d'étape avec bras aux œufs et avec Corr, encore une fois, Francesca Corr, qui mériterait vraiment d'avoir le prix de la plus combative, parce que elle est quand même à l'attaque depuis de nombreux jours. Cette échappée qui va être reprise assez vite. Ensuite, à 157 km de l'arrivée, attaque de Hartmann, qui elle aussi sera reprise. On aura une tentative de Victoire Berthaud, qui elle aussi ne durera pas très longtemps. Chute à 144 km de l'arrivée, mais tout le monde arrive à repartir. Et puis Cecchini tente sa chance. Et à 136 km de l'arrivée, c'est le premier groupe un petit peu important qui arrive à sortir, avec Jackson, Berkeus et Molnar. Mais au même moment, il va y avoir une chute importante avec Zanetti notamment, et qui provoquera l'abandon de Catherine Alrund, qui avait fait un très très beau Tour d'Italie, mais qui se retrouve à être hors course à 131 km de l'arrivée. Chute avec notamment Lorena Wiebes, elle est avec 9 autres concurrentes. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on n'avait toujours pas les images télé, donc je ne sais pas qui est tombé avec elle. Mais c'est sûr qu'une chute de Wiebes, c'est pas forcément une bonne nouvelle, avec une fin d'étape qui risque d'être un peu trop difficile pour la néerlandaise championne d'Europe.
Toujours beaucoup d'attaques hein, pendant encore une bonne dizaine de kilomètres. Et puis il y a une première bonne attaque, le début en fait de la bonne échappée qui se forme avec une première accélération de Francesca Barale de la Picnic qui à 111 km de l'arrivée se retrouve avec 40 secondes d'avance sur le peloton. Au même moment chute de Lotte Klaes, la vainqueur du Het Nieuwsblad, mais surtout de Kastelein, la néerlandaise qui n'a pas forcément un début de Tour de France extrêmement simple. Nouvelles accélérations ensuite de Dijkstra, de Soto, de Jackson qui vont rejoindre notre ami Barale qui était toujours en éclaireuse à 101 km de l'arrivée. Donc à 101 km de l'arrivée, point sur la course, nous avons donc une échappée avec Dijkstra, Soto, Jackson et Barale. Derrière, le peloton à 40 secondes, 1 minute, hein, ça dépend des moments. Et puis, on apprend l'abandon à 97 km de l'arrivée de Balsamo, de Bujac ou encore de Trinca Colonnet, qui se rajoutent également aux abandons de Faulkner et de Confalonieri du côté de cette étape. Donc beaucoup d'abandons avec une Faulkner qui a une course quand même catastrophique, j'ai envie de dire. Balsamo, Bujac, Balsamo ça a été dur aussi hein, sur ce Tour de France. Brody Chapman, elle décide de partir à 94 km de l'arrivée et elle arrive à rejoindre 5 km après le groupe de tête donc, qui se retrouve à 5 du côté de la course. À 87 km de l'arrivée, cette échappée à 1 minute d'avance sur le peloton en sachant qu'on a une fille qui va partir en contre. C'est Lilik de la Wingspace mais qui n'arrivera jamais à rentrer sur les filles de tête. À 69 km de l'arrivée, chute de Marion Bunel, la coéquipière de Pauline Ferrand-Prévot avec Eline Roussel. Marion Bunel qui va mettre du temps à se relever et ce temps qu'elle a pris pour se relever, eh bien c'est ce qui va lui manquer pour revenir dans le peloton, surtout qu'elle va être gênée, notamment par les régulateurs qui vont décider de faire barrage devant elle. Là encore, des fois, on ne comprend pas toujours hein, les régulateurs, parce que je pense que tout le monde sait qu'elle est tombée, Marion Bunel, du côté de Radio Course. Donc on sait qu'on peut éviter de faire barrage pour l'empêcher de remonter. Mais ça, encore une fois, hein, des fois, tu as de la chance avec les régulateurs, des fois, tu n'as pas de chance. Ils étaient peut-être fans de la FDJ, du côté des régulateurs. Bon, à 67 km de l'arrivée, le groupe numéro 1 a 3 minutes 50 d'avance sur Lilik et 4 minutes 35 d'avance sur le peloton. Ça commence à être intéressant, mais le rythme va augmenter dans le peloton et l'échappée va perdre de son avance qui va tomber à 2 minutes 37 à 45 km de l'arrivée, puis 1 minute 45 à 36 km de l'arrivée. On arrive au sprint intermédiaire, on a même déjà passé ce sprint intermédiaire dans la bagarre Wiebes-Vos. Eh bien Wiebes finit devant Vos, donc reprend encore des petits points d'avance. Et puis dans la première bosse, eh bien Dijkstra également Soto sont lâchés. On se retrouve à 3 devant. Avec une Alison Jackson qui a quand même du mal à passer des relais, une Francesca Barale qui pourtant était première attaquante du jour dans ce groupe de 5, mais qui arrive à tenir la cadence, sauf qu'à 27 km de l'arrivée, l'écart diminue à 1 minute 15, et à 25 km de la fin de cette journée, eh bien Brody Chapman décide d'attaquer. Alors, vous allez voir qu'elle a attaqué de manière extrêmement intelligente, Brody Chapman, parce que vous avez 3 filles dans le groupe, donc comme je vous disais, Alison Jackson qui est cuite, qui ne passe plus de relais à ce moment-là. Vous avez Barale, vous avez Chapman. Chapman prend son relais et au même moment, Barale a la voiture de son directeur sportif qui va lui donner un bidon, mais pas côté gauche, il va lui donner un bidon côté droit. Donc c'est pas habituel hein, du côté des directeurs sportifs qui va en fait lui donner un bidon quand la voiture va la dépasser. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a perturbée, mais elle va mettre un petit peu de temps à, on va dire, changer de position ses bidons au niveau de ses porte-bidons. Pendant ce temps-là, Alison Jackson, qui était 3e jusqu'à maintenant du groupe, repasse en 2e position, sauf qu'on sait qu'elle est cuite, et c'est au même moment
que Brody Chapman va attaquer avec l'expérience, ce qui va faire une cassure automatiquement parce qu'Alison Jackson était déjà bien contente d'être là. Et Barale, le temps de dépasser Alison Jackson, ça va mettre un petit peu de temps et la cassure sera faite. Brody Chapman qui sera quand même reprise, qui n'ira pas au bout dans cette étape car derrière le rythme s'accélère et surtout Lorena Wiebes est lâchée. Alors Lotte Kopecky va passer 2-3 relais, mais on sent qu'elle est un peu fatiguée, Lotte Kopecky, bon pas dans son assiette sur ce Tour de France, et elle ne va pas franchement aider la concurrente néerlandaise. À 17 km de l'arrivée, alors que nous avons toujours Brody Chapman en tête de la course, Smulders se décide d'attaquer avec Maëva Skiban. On va revenir sur Brody Chapman. Quelques minutes après, quelques secondes après, Vandenroy et Dilixin Mirmont vont suivre. On va se retrouver à avoir un groupe à l'avant intéressant, un groupe de 5 avec Brody Chapman. Mais tout cela va être repris. Pourtant, on a un moment vraiment vers 15-14 km de l'arrivée, un vrai moment où plus personne n'arrive à prendre en main la course. On va même avoir une nouvelle attaque en contre derrière ce groupe de 5 avec Vallière, avec Juliette Labousse également et Bauernfein. Sauf que déjà Marianne Vos va prendre un relais pour reprendre ces 3 filles. Et puis derrière, c'est la Canyon SRAM pour Neviadoma qui va accélérer le rythme. Alors Maëva Skiban va bien tenter sa chance une seconde fois, mais elle sera reprise à 9 km 500 de l'arrivée car le rythme est assez intense dans la dernière bosse du jour. Pourquoi dans cette dernière bosse? C'est pas forcément pour les points pour la montagne, mais parce qu'il y a des secondes de bonification à prendre. Et Kim Lecourt va faire la bonne opération du jour en prenant les secondes de bonification. Deuxième, Pauline Ferrand-Prévot. Troisième, Neviadoma. Mais Pauline Ferrand-Prévot, c'est peut-être mise dans le rouge car au sommet de cette bosse, elle met une petite cassure et dans la descente, elle va avoir du mal à tenir la cadence. On arrive dans le dernier kilomètre du côté de Guéret. On va bien avoir une tentative d'un Van der Breggen, mais qui va être légèrement gêné par Sara Gigante, qui va être légèrement tassée au niveau des barrières, mais vraiment légèrement. C'est juste que Sara Gigante va un peu fermer la porte, on va dire, à Anna Van der Breggen, ce qui fait que elle ne peut pas véritablement lancer correctement son attaque. Et à la fin, c'est Kim Lecourt qui va lancer le sprint et elle ne sera jamais remontée par ses adversaires. Avec une Demi Vollering qui prend une deuxième place, même si c'est vrai qu'elle a failli se faire peur. Kim Lecourt, en arrêtant de pédaler, ça a failli faire un Julien Alaphilippe. Troisième, Anna Van der Breggen devant Katarzyna Neviadoma qui prend la 4e place du jour. On regarde tout de suite la note de cette étape. 16 sur 20, c'est vraiment une bonne journée de cyclisme avec une étape... En fait, j'avais un peu peur ce matin de me dire, est-ce que le scénario que j'ai envisagé va vraiment se réaliser? Parce que c'est vrai, quand j'entendais Jalabert ou d'autres dire, bon, c'est quand même très roulant, je me disais, est-ce que je me suis pas un peu enflammé? Est-ce que je me suis pas raté un peu dans ma prédiction, dans ma proposition de stratégie sur cette étape? Est-ce que je suis pas passé à côté? Et puis au final, on a eu encore mieux que ce que je pensais, parce que on a eu, moi j'avais dit une trentaine de filles à l'arrivée, je m'attendais, voilà, je vous avais dit un groupe de 30-35 filles, puis au final, on a 7 filles devant, parce que c'est vrai que le sprint bonification était extrêmement bien placé. Autant je n'aime pas ce sprint bonification, vous savez, je suis pas triste qu'on n'en ait plus sur le tour masculin, parce que je trouvais que Promio, ils étaient mal placés, Dezio, ils donnaient pas assez de secondes de bonification. Mais là, il était placé vraiment au bon endroit, parce qu'on pouvait continuer à faire mal à ses adversaires ensuite. C'est-à-dire, on pouvait prendre des secondes de bonification, et pourquoi pas essayer de s'échapper, ou au moins de faire mal à ses adversaires. C'est ce que Kim Lecourt a bien compris, et en plus, elle a eu la chance. C'était la seule qui avait une équipière à ce moment-là, avec Sara Gigante, qui a beaucoup aidé au final Kim Lecourt dans cette montée, moins dans la descente. Et puis ensuite, elle l'a bien aidé dans le dernier kilomètre, les 2 derniers kilomètres également pour contrôler la course. Et puis après, on a un groupe extrêmement restreint, mais ça a été une très très belle journée de cyclisme, avec quelques informations quand même importantes, peut-être pour la suite de la course. Mais moi j'ai bien aimé voilà ce que j'ai vu du côté de cette étape, donc un bon 16 sur 20, parce que voilà, j'ai pris du plaisir, plus de plaisir qu'à regarder l'étape numéro 4 notamment.
Allez, on regarde tout de suite les coureuses, le bilan des Bleus, pardon. Le bilan des Bleus de cette journée commence avec, pour moi, la bonne opération du jour, c'est Demi Vollering. Pourquoi là, c'est la bonne opération du jour pour Demi Vollering? Parce qu'il y a 2 jours, elle était quand même tombée, et comme on le dit souvent, c'est un peu des trucs de grand-mère, on va dire, dans le cyclisme. 48 heures après la chute, c'est souvent l'étape la plus dure. C'est souvent la journée la plus compliquée, où parfois on a les courbatures. Donc du côté de Demi Vollering, on pouvait se dire la journée va être compliquée, et puis peut-être que si elle commence à montrer des signes de difficulté assez vite dans le final de cette étape, derrière les leaders vont accélérer en se disant c'est peut-être l'opportunité d'aller chercher le Tour de France et de surtout supprimer une nouvelle leader du côté de ce classement. Et c'est vrai que moi j'étais pas rassuré par sa chute, pas forcément en direct. Quand j'ai vu la chute, bon, ça tape fort, mais je me dis, bon, elle remonte quand même sur le vélo. Sur la fin, elle a l'air de discuter un peu avec ses coéquipières. Mais c'est les images après. C'est-à-dire, je sais pas si vous avez vu, je pense que vous avez vu cette vidéo où elle monte sur les rouleaux, où elle est en pleurs. Et surtout, le ralenti. Il y a une personne sur Twitter qui a fait le ralenti de la chute, mais vraiment image par image. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte de la puissance du choc. Elle tombe vraiment fort sur le flanc. Et c'est vrai que là, je me dis à ce moment-là, ouf, le genou. Je dis, ouf, elle est tombée quand même elle a été catapultée quasiment. Et là, je me dis, tout le flanc, là, ça a dû taper extrêmement fort. Et en plus, quand tu voyais le communiqué de la FDJ qui disait, bon, on prendra la décision demain pour savoir si elle prend le départ ou non. Ce type de phrase, normalement, tu sais que c'est un truc à minimum important, et pas. Non, elle a réussi à repartir. Alors, il semblerait qu'ils avaient un peu peur d'une commotion. C'était ça un peu l'inquiétude qu'ils avaient du côté de la FDJ, et que, bon, elle a passé, on va dire, toutes les radios possibles pour vraiment écarter ce risque de commotion. Donc, on n'a pas vu ça sur les radios. Et puis là, aujourd'hui, moi, je trouve qu'elle a vraiment bien couru. J'aurais aimé une Evita Music un peu plus présente dans le final, mais tu t'aperçois quand même que la FDJ remporte le classement par équipe aujourd'hui. T'en as 3 qui sont dans le deuxième groupe, c'est-à-dire que t'as la moitié de l'équipe qui est dans les 2 premiers groupes. Ça montre quand même densité dans cette formation, en sachant que Juliette Labous, c'est pas son terrain. On sait qu'Elie Chabet, sur les étapes de montagne, elle peut être très costaud aussi. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner ensuite sur un terrain plus difficile, plus complexe, où là, vraiment, Demi Vollering va peut-être extrêmement bien s'en sortir. Et puis il faut quand même rappeler qu'elle prend la 2e place aujourd'hui. C'est bon pour les bonifications du côté de Demi Vollering, ce qui lui permet même de passer devant Nevia Doma sur cette étape. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Plus, moins, certains vont dire que je suis sévère, mais j'ai mis Pauline Ferrand-Prévot. Alors, pour 2 raisons, j'ai mis plus, moins Pauline Ferrand-Prévot. Déjà parce que c'est quand même celle qui, dans le groupe de devant, m'a fait la moins bonne impression avec Sarah Giganti. Mais Sarah Giganti avait fait un travail d'équipier. C'est-à-dire, j'ai vraiment trouvé qu'elle était au sommet de la bosse à fond. J'ai vraiment eu cette impression-là. Alors, je me pose la question, est-ce qu'elle n'en a pas trop mis dans le sprint intermédiaire, enfin dans le sprint bonification, et que derrière, elle s'est pas un petit peu mis dans le rouge sur le dernier kilomètre, et quand ça a accéléré, elle a eu du mal? Ou est-ce que, elle vieillit aussi, Pauline Ferrand-Prévot, donc peut-être un peu moins de punch aujourd'hui de côté de la Française que lorsqu'on l'a connue sur la route il y a plus de 10 ans. Mais c'est vrai que là, je l'ai trouvé, enfin il y a 15 ans quasiment, elle a commencé sur la route, donc c'est vrai que j'ai trouvé un peu en difficulté sur cette étape. J'ai trouvé également que son équipe a été... elle s'est retrouvée quand même vraiment seule, parce que Marianne Vos, jouait sa carte, ce qui est totalement compréhensible, surtout qu'elle avait le maillot jaune à défendre. Mais Eva Van Aert, on l'a quand même assez peu vue. Et puis, il y a eu la chute de Marion Bunel, qui est tombée, il semblerait, assez lourdement, qui avait quand même mal au poignet à un moment, qui a mis du temps, là également, à se relever, Marion Bunel. Alors, derrière, elle a repris la course, sauf qu'elle s'est retrouvée bloquée par le jury des commissaires, par les régulateurs, donc qui ont fait barrage.
et bah, s'est retrouvée un petit peu en délicatesse. Elle n'a jamais pu rentrer sur le peloton et je pense que vraiment il a manqué Marion Bunel aujourd'hui du côté de la Visma Leasebike. Il faudra voir aussi s'il n'y a pas un problème physique plus important du côté de Marion Bunel. Mais c'est vrai que c'est dommageable voilà, pour la Française qui n'a pas pu aider Pauline Ferrand-Prévot. Et moi j'ai trouvé que Pauline Ferrand-Prévôt était un peu limite. Voilà, après bon, elle prend des secondes de bonification aux 4 secondes au niveau du sprint intermédiaire. Mais on le voit sur le sprint à la fin, elle a du mal à être efficace. Alors que pourtant à Milan-San Remo elle avait su faire un bon sprint. Donc peut-être un peu de fatigue, peut-être qu'elle en a trop fait au niveau de la portion intermédiaire. Plus moins également Cédrine Carbaol. Oui, elle perd encore du temps aujourd'hui. Depuis le début de ce Tour de France, elle est toujours dans le deuxième groupe. J'ai peur que le top 5, ça soit mort pour Carbaol ce soir. Alors le top 10 non, mais le top 5, ça va être quand même compliqué parce que tous les jours, elle perd un peu de temps. Tous les jours, elle n'est pas dans le premier groupe. Ce qui montre que c'est pas juste une journée, c'est que physiquement, il en manque pour aller chercher les filles de tête. Là aussi, elle perd quand même une équipière importante, c'est Faulkner, qui aurait pu quand même énormément aider en partant en éclaireuse, par exemple, à l'avant de la course dans les étapes difficiles. Donc c'est vrai que Faulkner qui a eu un début de Tour de France catastrophique et qui a abandonné aujourd'hui, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Carbaol. Et puis oui, aujourd'hui, encore une fois, elle est distancée, donc c'est un peu tous les jours du côté de Cédrine Carbaol. Il en manque. Voilà, j'ai l'impression qu'il en manque pour aller jouer vraiment le top 5. Alors après, pour le top 10, non, elle est dans les clous. Pour le top 10, là, faut pas s'inquiéter. Mais pour le top 5, ça risque d'être un petit peu compliqué. Puis Maëva Skiban, oui, il fallait tenter les attaques. Chez UAE, ils ont perdu Elisa Longo-Borghini. Forcément, ça a dû être un coup au moral du côté de cette formation, parce que je pense qu'elle était très motivée, l'Italienne, pour aller chercher quelque chose sur ce Tour de France. Donc forcément, après, ça change complètement les plans de l'équipe italienne. De l'équipe, Emirati, mais qui a quand même une forte base en Italie. En fait, la base, c'était Ljubljana. Pour ceux qui se rappellent du côté de cette formation qui était slovène, BTC Ljubljana. Et c'est vrai que Skiban, voilà, elle a tenté sa chance à plusieurs reprises aujourd'hui. C'était bien tenté le coup derrière Brody Chapman, ensuite de faire rouler Brody Chapman. Elle retente aussi quand le groupe est à deux doigts de se faire reprendre. Bim, elle remet une minace. Bon, après, voilà, c'était pas propice aujourd'hui à une échappée. Et puis surtout, le rythme était incroyable sur cette dernière heure de course. Et puis je termine en flop, la Cofidis. Oui, déjà on perd Eugenia Budjak, ça c'est clair que c'est pas une bonne nouvelle. Julie Bégaud perd un petit peu de temps également aujourd'hui dans le final de l'étape. Mais Julie Bégaud conserve 22 secondes toujours sur le maillot blanc par rapport à Vinke. De la pique-nique post-Enel, mais elle n'a pas réussi à augmenter son avance sur un T1 qui pouvait lui être propice sur cette journée. Et puis on n'a pas su prendre l'échappée du côté de la Cofidis. Là on se dit peut-être qu'une Koppenburg a raté l'occasion sur cette étape, ou encore une fois une Didier Ericsson, mais qui n'a plus le niveau de quand elle était à son top, Didier Ericsson, quand elle était championne du monde. Mais je me dis Koppenburg, voilà, aurait peut-être pu réussir à s'en sortir, mais ouais, elle n'a pas réussi, voilà, tout simplement, du côté de l'équipe Cofidis. Donc voilà, un petit peu dommageable du côté de cette formation, qu'on n'ait pas réussi à faire la différence, voilà, sur cette étape, et qu'on n'ait pas réussi surtout à prendre la bonne échappée, voilà, sur cette journée, parce que je pense que il y avait un intérêt à aller dans l'échappée, et voilà, on a raté le coche du côté de la formation française, même si encore une fois les difficultés étaient plutôt en dernière partie de course. Pour le maillot, pour montrer le maillot, ça aurait pu être bien. Par contre, chez les garçons, du côté de je sais pas si vous avez suivi les résultats chez les garçons de la Cofidis ces derniers jours, très bon Tour de Wallonie,
du côté de la Cofidis avec 2 victoires d'étape, notamment sur cette dernière journée. Il y a eu Oliver Knight et je ne sais plus qui a gagné aujourd'hui en échappée. Du côté de ce Tour de Wallonie, c'est Izquierdo pardon, qui a remporté l'étape. In extremis, hein, parce que Strong et Milesi sont revenus très forts. Et puis Oliver Knight également qui prend la 3e place. La 3e place, c'est 125 points. Parce que certes, si Intermarché l'auto-fusionne, ça libère une place devant. Sauf que derrière, Uno X est revenu. Donc il faut remarquer des gros points, voilà, du côté de la formation Cofidis pour ne pas se faire passer devant par la Uno X. Fini pour ce bilan des Bleus. On regarde tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureuses au top, eh bien on commence avec Kim Lecourt. Kimberly Lecourt-Pinard, si on fait au nom complet. Oui, totalement bien géré aujourd'hui par Gen Assurance. Je pense notamment sur la fin avec le gros travail de Sarah Giganti, qui s'est fait un peu violence dans la descente en passant, mais si elle n'est pas là, Sarah Giganti, c'est très dur de contrôler les 2 derniers kilomètres seule. Et là, ça a vraiment beaucoup aidé d'être en surnombre, parce que là, c'est l'avantage du surnombre, encore une fois, qui a aussi fait la différence. Après, en ce moment, elle a quand même des jambes de feu. Depuis le début de saison, elle a vraiment énormément progressé à l'intersaison. C'est une fille qui avait un bon niveau. Avant, elle est passée d'un bon niveau à le niveau qui te fait gagner des grandes courses, quoi. L'étage du dessus. Du côté de Kim Lecourt. Donc c'est là où c'est très intéressant de voir que parfois bien le travail paye, ça met parfois du temps, parfois l'intersaison, ça met un peu de temps. Mais ça c'est vraiment super. Elle reprend le maillot jaune qu'elle avait déjà porté sur ce Tour de France. J'en avais pas parlé à ce moment-là hein, de Kim Lecourt. Elle avait pris le maillot jaune certes, mais sur cette étape-là, j'avais trouvé que d'autres filles avaient été meilleures encore une fois. Et puis, bon, c'est moins marquant dans l'histoire, encore une fois, quand c'est la 4e édition seulement d'une course que quand c'est la 100e édition. C'est vrai que quand Robert Hunter avait remporté une victoire sur le Tour de France, on devait être à la 95e, 96e édition du Tour de France. Bon, voilà, là ça change un petit peu quand c'est une course qui a connu une vie un petit peu difficile. Par contre, et je vais me répéter, j'en avais déjà parlé sur Liège-Bastogne-Liège, qui avait été une victoire très marquante là aussi hein, de Kim Lecourt. C'est forcément important pour l'île Maurice. Pour l'île Maurice, pourquoi? Parce que c'est pas un grand pays. C'est pas un grand pays de sport, l'île Maurice non plus. C'est un territoire qui est pas énorme, mais aux Jeux Olympiques, vous n'avez pas 40 mecs qui vont aux Jeux Olympiques de l'île Maurice. Peut-être que le fait d'avoir c'est la première grande sportive mauricienne, enfin, sur les dernières années, si on prend sur les 10 dernières années, c'est la première grande sportive mauricienne, je n'ai pas souvenir d'autres, là sur les 10 dernières années, à réussir à performer. Donc ça va être intéressant pour cette nation au niveau du sport. Après, pour l'Afrique, je pense que ça a moins d'impact qu'un Binyam Girmay. Comme la victoire d'un Robert Hunter n'avait pas eu beaucoup d'impact au final, parce qu'on n'est pas sur des personnes qui sont d'Afrique noire, voilà, tout simplement. Je pense que c'est Kim Lecourt-Pinard. Je ne serais pas surpris que ça vienne d'Afrique du Sud, parce que Pinard, c'est un nom qui est très courant en Afrique du Sud. C'est peut-être une famille voilà, qui est en Afrique du Sud, qui a migré du côté de l'île Maurice. Il y a peut-être longtemps, il y a peut-être 2-3 générations. Mais le jour où on aura, comme Binyam Girmay, ce qui a été marquant du côté de Binyam Girmay, c'est que c'était le premier noir africain. Et ben, le jour où on aura la même chose chez les filles avec la première fille noire africaine qui gagne, je pense que ça aura plus d'impact que du côté de Kim Lecourt-Pinard, même si encore une fois la performance est énorme, et surtout la performance encore une fois est importante pour l'île Maurice, qui encore une fois est un petit pays, hein. L'île Maurice c'est pas très grand,
Donc ce petit pays, bah, ça va être vraiment l'ambassadrice désormais de l'île Maurice, je pense. Alors elle disait également qu'il y avait pas mal de gens qui la suivaient. Je sais même pas si c'est diffusé à la télé, hein, le Tour de France, du côté de l'île Maurice. Parce que le Tour de France femmes est moins diffusé que le Tour de France hommes. Donc je sais même pas si c'est diffusé du côté de l'île Maurice. Mais oui, ça va avoir un impact important pour le sport en général dans l'île Maurice. Mais j'en avais déjà parlé un petit peu de cela lors de sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Mais c'est une bonne opération pour elle. Vu les jambes qu'elle a, moi je me dis que pour la lâcher en haute montagne, il va falloir y aller. Parce que c'est l'inconnu pour le moment, c'est le niveau qu'elle va avoir en haute montagne. Voilà. Pour moi, c'est l'inconnu avec Kim Lecourt. Donc on verra comment ça va se passer pour elle. Mais si elle a les mêmes jambes, bah, il va falloir aller la chercher, quoi. Les Van der Breggen, Nevia Doma, Ferrand-Prévot, Vollering, ils vont avoir un gros poil à gratter. Surtout qu'encore une fois, si y a Sarah Giganti qui se mue en équipière, Sarah Giganti, c'est du très très haut niveau. Donc ça va commencer à être très inquiétant, je pense, pour les adversaires. Deuxième coureuse au top, Van der Breggen. Je trouve qu'elle a gagné en punch, Van der Breggen. Je me disais ça déjà il y a quelques jours en Bretagne. Je trouve qu'elle a gagné en punch. Là, elle fait encore une très très belle étape, hein. Et puis, elle essaye d'en remettre. Alors, ce qui est fou, c'est qu'elle n'a pas toujours l'intelligence de course. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, puisque Van der Breggen a quand même été dans la voiture de directeur sportif de la SD Works. Donc on se dit, tu vois d'autres choses quand tu es directeur sportif, et ça peut peut-être te servir quand tu reviens sur la route derrière. Mais des fois, elle a quand même il y a des erreurs stratégiques du côté de Van der Breggen. Je pense à un moment dans la montée, elle tente l'attaque alors qu'elle ne surprend personne. C'était peut-être pas forcément le meilleur endroit pour le faire. Par contre, les jambes sont là. Les jambes sont vraiment là, sont bonnes du côté de Van der Breggen. Quand on voit en plus le travail qu'elle a réalisé dans la 4e étape pour placer Vibus dans le final, tu te dis qu'elle en a fait un petit peu plus que ses adversaires. Si elle arrive vraiment à bien tenir la cadence comme pour le moment, il va falloir faire attention à elle. La question est de savoir ce que ça va donner en haute montagne aussi du côté de Van der Breggen, parce que peut-être qu'elle a gagné en punch, bah, elle l'a perdu un petit peu en gestion en haute montagne. Et puis c'est surtout que contrairement à l'époque où elle dominait, le niveau en haute montagne s'est densifié. Aujourd'hui, il y a vraiment un top 10 mondial qui est très dur à battre. Non, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner du côté de Van der Breggen, mais je trouve qu'elle a encore fait une belle étape. On en parlait un peu dans les commentaires, mais je disais, pour l'instant, on n'en entend pas parler de Van der Breggen. C'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Elle n'a pas été prise dans des chutes, encore une fois, à part sur l'étape 4 où elle en fait beaucoup pour placer Vibus. Sinon, pour le reste, c'est RAS, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour elle. Et puis je termine avec Nevia Doma. Très en forme, Nevia Doma, là encore, elle fait 4 sur une étape où, encore une fois, le punch n'a jamais été sa spécialité. C'est le problème de Nevia Doma, hein. C'est un petit gabarit en termes de poids, c'est pas une fille qui a beaucoup de punch, qui est capable de faire des gros changements de rythme. Regardez, là encore, elle est marquée à 49 kg. Ce que j'ai vérifié pour savoir si dans la descente, le problème de Ferrand-Prévot, c'était pas le poids. Si elle n'était pas bien plus légère que ses adversaires, parce que je sais que c'est un petit gabarit, Ferrand-Prévot, elle fait quand même 1m65, je la voyais plus petite que ça. Mais Nevia Doma, elle rend 4 kg à Ferrand-Prévôt. Ferrand-Prévôt a fait 53, Nevia Doma, elle est à 49. Ce qui est vrai, 49 pour un gabarit, je crois, qui est en plus grand. Parce que Nevia Doma, je crois qu'elle a fait 1,69, je crois me souvenir de ce que j'ai vu. Non, 1,65. Mais pour un gabarit équivalent, 3-4 kg d'écart, c'est pas négligeable. C'est très maigre même, hein, 49 kg pour 1m65, c'est assez maigre, hein. On va pas se mentir, parce qu'il y a eu, je dis pourquoi c'est assez maigre, parce que j'ai vu l'intervention de Cédrine Carbaol, qui maintenant est diplômée
d'un BTS nutritionniste et qui parlait de la gestion du poids chez les garçons et chez les filles au niveau du cyclisme féminin, où parfois certains vont trop loin au niveau de la gestion et au niveau de la perte de poids. Et là, du côté de Nevia Doma, pour le moment, les jambes sont bonnes. Il n'y a pas eu d'erreur. Elle est toujours bien placée, elle est toujours dans le top 10 quasiment, sur les étapes de montagne, elle est toujours bien placée. Là aussi, pas impliquée dans les chutes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, on a vu une belle équipe, hein, là aussi, Canyon SRAM. Et pourtant, j'ai l'impression que Cécile Ludwig est un peu au repos, enfin, n'est pas utilisée à 100%. Mais derrière, on a encore vu une belle formation. Je pense notamment à Chloé Dygert, qui a fait encore un beau boulot autour de Nevia Doma, donc ça c'est aussi intéressant pour la suite, pour la concurrente polonaise. Pour le moment, encore une fois, RAS, si elle veut doubler la mise, elle est pour l'instant bien positionnée, bien partie. Il faudra encore survivre à demain, parce qu'il y aura encore une descente un peu technique, et je pense qu'il faudra encore un peu de punch demain. Mais sinon, derrière... on sait très bien que l'étape de dimanche, l'étape de samedi plutôt, lui correspond vraiment très bien avec cette arrivée au sommet du côté de Katarzyna Nevia Doma. Mais peut-être que ce jour-là, Vollering voudra se venger de l'an dernier. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On termine cette vidéo avec les bonnets d'âne. Et le premier bonnet d'âne du jour, c'est un peu la surprise de cette étape. C'est Puk Peters, parce que c'était quand même un profil qui correspondait à ses qualités. On en avait parlé notamment du fait que toutes les difficultés se tenaient en 40 km. Donc j'avais dit c'est à peu près 1 heure d'effort. Donc du côté de Puk Peters, j'avais dit c'est l'idéal. Voilà, ça va lui rappeler le cyclocross. Mais j'avais dit, bon, vu ses qualités, vu ce qu'elle montre très régulièrement, notamment du côté du VTT, mais dans d'autres disciplines, elle sait le faire, on le sait sur la route, elle l'a déjà démontré. On voit en plus la Phoenix de Koninck bosser à l'avant du peloton quand il y a eu il y a plusieurs moments, ils se sont portés à la tête du peloton, la Phoenix de Koninck. Donc là, je me suis dit, bon, on a l'assurance qu'elle a des bonnes jambes, voilà, on bosse. On veut vraiment la mettre dans de bonnes dispositions. Et puis quand on voit les 7 à l'avant, on voit pas Puk Peters. Et puis on dit on va regarder le groupe derrière, et tu sens qu'elle n'est pas dans la facilité, quoi, dans le groupe Juliette Labousse. Donc ouais, c'est un peu une surprise du côté de Puk Peters de ne pas l'avoir aux avant-postes, de l'avoir même distancée, alors que bon, c'est une fille qui a quand même dominé les Ardennaises avec cette victoire sur la Flèche Wallonne, mais bon, elle est podium sur les 2 autres Ardennaises. On sait que, encore une fois, c'est un profil qui lui correspond extrêmement bien. Quand elle gagne sur le Tour de France Femmes en 2024, c'était sur un parcours à Liège, 122 km, on était avec un peu moins de dénivelé positif, mais il y avait quand même des difficultés au programme. Donc ça, je me disais, là, sur en sachant que c'était plus court, hein, l'étape de Liège, il y avait 40 km de loin. Donc je me disais vraiment, là, c'est un peu l'étape où elle peut vraiment être avec les meilleurs et s'en sortir et gagner une étape aujourd'hui. Et puis, elle n'est pas dans le groupe de tête. Alors, est-ce qu'elle était mal positionnée, prise dans une cassure au pied et qu'elle n'a jamais réussi à revenir? Ça, c'est une interrogation, mais il faut bien le dire qu'elle n'a pas réussi à suivre la cadence. Donc, dommage du côté de Puk Peters, parce que pour moi, c'était vraiment une étape pour elle. Et en plus, on a quand même pas mal bossé pendant la journée. C'est même, les Phoenix de Koninck sont même les grandes perdantes de la journée. Parce que, en fait, à part Wiekers, qui a tenu la cadence qui est dans le groupe de tête, c'est avec Schweinberger, a encore une crevaison. Schweinberger, les problèmes techniques, elle les accumule. Je crois qu'elle n'a jamais fini une étape avec son vélo de départ. Elle finit toujours avec le vélo de secours. Mais Castelline, est quand même pas en très très grande forme. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, comme la LG Endurance avec la championne de Belgique, et avec également... Sarah Giganti, mais à la fin, du côté d'LG Insurance, on a le résultat.
Du côté de la Phoenix de Kotinsk, bah c'est pas le cas. Alors est-ce que aussi Puck Peters a travaillé pour Oyekers? Peut-être ça la raison de ne pas voir Puck Peters dans le premier groupe, mais c'est quand même pour moi une déception. Deuxième, bah là on sait que c'était tout pour elle aujourd'hui, c'est Liane Lippert. Liane Lippert, aujourd'hui on avait tout mis pour elle, on n'en voit pas de fille dans l'échappée, contrairement à la veille. On met tout pour qu'elle soit dans de bonnes dispositions. Là encore, on fait rouler du côté de la Movistar. Et on est sur un parcours qui lui convient bien. La veille, elle était quand même positionnée dans le sprint. Ça fait depuis 2 jours qu'elle se positionne au niveau du sprint. Alors sur l'étape 4, elle finit loin. Par contre, sur l'étape 3, elle était dans le coup au niveau du sprint, sur un final qui était légèrement en bosse. Je me dis, Liane Lippert, aujourd'hui, 1800 mètres, ça la met pas en difficulté. On l'a déjà vu performante sur des terrains plus compliqués que ceux-là. Bah, sauf que là encore, quand ça accélère et quand ça pète fort, elle n'a pas tenu la cadence. Elle finit loin même, hein. Liane Lippert, elle finit derrière Tissia Rio. Elle finit seulement 28e de l'étape, Liane Lippert. C'est une déception, hein, très clairement pour moi. Ça doit être une déception ce soir du côté de la Movistar, parce que c'est vrai qu'on avait mis toute l'équipe complètement à son service sur cette journée de compétition. Alors peut-être que du côté de Liane Lippert, déjà, il a manqué peut-être un peu de main-d'œuvre dans les 20 derniers kilomètres, peut-être tout simplement qu'on n'avait pas les jambes. Et puis on s'aperçoit, hein, quand vous voyez les abandons encore aujourd'hui, mais depuis le début de course, que l'enchaînement Giro-Tour de France, eh bien cette année, il est extrêmement compliqué pour les filles. Parce qu'on a vu, hein, là encore aujourd'hui, Trinka Colonel, elle a fait le Giro. Alroun, elle a fait le Giro, elle abandonne. Balsamo, elle n'avait pas fait le Giro, pardon. Mais il y a quand même beaucoup de filles qui ont abandonné sur ce Tour d'Italie, sur ce Tour de France, pardon, qui avaient participé au Tour d'Italie auparavant. Donc ça, c'est quand même pas anodin de voir autant d'abandons sur des filles qui pourtant semblaient en pleine forme il n'y a même pas 2-3 semaines. Donc on sent que là, ça commence à être dur pour certaines filles, et peut-être que Liane Lippert commence à être touchée par ce syndrome d'un été un peu trop chargé en termes de nombre de jours de course, et qu'on n'arrive plus à suivre concrètement la cadence. Mais oui, c'est surprenant, du côté de Liane Lippert de lâcher comme ça, parce que pour moi, normalement, on sait qu'on est sur une course où normalement ce sont des filles qui sont en capacité de tenir la cadence, et là, Liane Lippert a complètement explosé. C'est vrai que par Rouillekers du côté de la Phoenix, j'ai oublié son nom. Castellane, elle a fait aussi le Giro en passant et elle n'est pas au top de sa forme. Ça fait quand même beaucoup de filles, donc on voit que l'enchaînement des 2 courses est difficile, et peut-être que c'est ce qui a été le problème pour Liane Lippert. Et puis je termine avec Fisher Black, avec Nim Fisher Black, la sœur de Finn, pardon. Elle a un peu le même problème que son frère, en passant. Parce que on sent que elle n'arrive pas à passer un cap. Jeune prometteur et prometteuse, d'un côté comme de l'autre, on a du mal à franchir un palier, on sent, pour les deux. C'est-à-dire que Nim Fisher Black, là aujourd'hui, elle finit à 1,06, donc avec Guéquier, la championne de Belgique, qui a aussi fait un gros travail pour Kim Lecourt, avec Julie Bégaud. Sauf que Julie Bégaud, déjà, elle doit avoir 4 ans de moins. Donc on n'est pas sur la même évolution de carrière. Elin Jensen, par exemple, qui est dans ce groupe-là, Elin Jensen, déjà, elle a attaqué dans l'étape et elle est dans une équipe de 2e division. Fisher Black, ça fait depuis longtemps qu'elle est dans des grosses structures, ça fait depuis longtemps qu'on l'a repérée. Mais on pensait qu'elle avait passé un cap l'an dernier, c'est-à-dire avec cette victoire sur le Tour d'Italie féminin, qu'elle s'en sortait mieux sur les très grosses courses.
Et là, tu sens que dès qu'il y a beaucoup d'opposition, elle a du mal à exister. Voilà, c'est une bonne concurrente, c'est une bonne coureuse aujourd'hui, mais pas une excellente coureuse. Et on pensait que ça serait une excellente coureuse quand elle est arrivée chez les jeunes, qu'elle allait tout exploser. J'ai envie de dire, comme les sœurs Bäckstedt aussi, qui pour l'instant chez les élites ont un peu plus de mal. Et là, c'est la grande question du côté de Niamh Fisher Black. Là, il faudrait réussir à passer ce cap en termes de résultats. Et j'ai peur que ça soit compliqué sur ce Tour de France. Donc, bon, dommageable également pour elle. Mais comme son frère, hein, c'est vrai que si vous regardez Finn Fisher Black est désormais chez Red Bull Bora Hansgrohe. Bon, en gros, il arrive à avoir des résultats sur des courses de niveau inférieur ou avec peu d'opposition. Le Down Under, par exemple, UAE Tour. Mais dès qu'on augmente la difficulté, il a du mal à exister. C'était déjà le cas chez UAE. Donc, c'est un peu le même combat pour l'un comme pour l'autre. Je rappelle qu'ils ont un an d'écart. Ils ont à peine un an d'écart, parce que elle est de août 2000 et lui il est de décembre 2001. Ouais, ils ont un an et demi d'écart. Voilà, les deux. Donc, ils sont vraiment très très proches. Voilà, entre Niamh Fisher Black et Finn Fisher Black. Eh bien, on va regarder tout de suite les différents classements du côté de cette étape. La victoire, donc, c'était pour Kim Lecourt. Deuxième place pour Demi Vollering. Troisième, Anna van der Breggen devant Katarzyna Niewiadoma et Pauline Ferrand-Prévôt. À 33 secondes, on retrouve Marianne Vos avec Evita Music, Alice Chabet notamment et Juliette Labousse, avec également Wlodarczyk du côté de la UAE. Et puis ensuite, Mavi Garcia a perdu du temps comme Malcotti. Vous le voyez, 15 et 7 du côté de cette étape. Et donc beaucoup d'abandons aujourd'hui, notamment donc Zwinkels également du côté de la UAE. Faulkner, Balsamo, Vantigelov du côté d'Arkea, Trinka Colonel, Allround. On a également Confalonieri et puis Eugenia Buziak et Salniak Sojka du côté de la Canyon SRAM, même si on a quand même beaucoup vu cette équipe. Et Marion Brunel. Et Marion Brunel, qui a fini en dernière place aujourd'hui avec Maureen Trégouette. Voilà, donc je pense qu'on a bien relâché quand on a compris qu'on serait dans les délais et qu'on n'arriverait pas à revenir sur le peloton de tête. Du côté du classement général, donc Kim Lecourt en tête, 18 secondes d'avance sur Pauline Ferrand-Prévôt, mais vous voyez que les 18 secondes, en grande partie, ce sont les bonifications. Demi Vollering est 3e à 23 secondes, à 24 secondes on retrouve Niewiadoma, Van der Breggen est 5e, et Marianne Vos est 6e. On retrouve ensuite Roy Ekers qui n'a pas encore pris de bonification, Sarah Giganti, Puk Peters et Cédrine Kerbaol qui est dans le top 10 juste devant Evita Music, Elise Chabet et Juliette Labousse, une triplette de la FDJ Suez qui est donc juste derrière. Du côté du classement du maillot vert, eh bien Lorena Wiebes fait la bonne opération du jour, même si Marianne Vos a repris un peu de points à l'arrivée, hein, comme vous le voyez, Marianne Vos elle a pris 11 points, sauf que elle avait repris 1 point d'avance au sprint intermédiaire, donc certes elle a perdu 10 points au général par rapport à Vos, mais elle en garde quand même une avance de 30. Donc je dirais que pour le moment, Lorena Wiebes, Marianne Vos, il va falloir vraiment qu'elle accélère le mouvement pour inquiéter vraiment Wiebes. Kim Lecourt 3e, Vollering, Corr 4 et 5. Le classement de la montagne, Elise Chabet toujours en tête, même si elle n'a pas pris de points aujourd'hui devant Smulders. Brody Chapman, elle a pris 2 fois 2 points sur cette étape devant Van der Breggen, Alison Jackson et Magalhaes. Le maillot blanc, c'est le Julie Bégaud qui est en tête. Vinke est toujours 2e à 22 secondes. Et ensuite, les écarts ont augmenté. Tissia Rio est à 10 minutes. Barale à 12. Imogen Wolf est à 20 minutes. Et surtout, Marion Brunel à 25. C'est elle qui fait la mauvaise opération du jour. Le maillot blanc, pour le maillot blanc, du côté du classement par équipe, la FDJ Suez fait la bonne opération en prenant 2 minutes d'avance sur la Adgensurance, 3 minutes 17 sur la Canyon SRAM, la Visma est 4e et la Lidl Trek est 5e. Et c'est cette formation française
qui remporte l'étape du jour. Voilà, je ne sais pas si ça va me l'afficher. Non, ça ne voudra pas me l'afficher. Ils n'ont pas encore mis le classement du côté du Tour de France avec Zwift. Mais voilà, la FDJ Suez qui fait la bonne opération du jour en mettant 3 filles dans le deuxième groupe du peloton. Bon, eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mériac Production. Ciao, ciao!